Donald Trump contre Kamala Harris. Voici le duel qu'on va retrouver sur toutes les lèvres et qui va animer les débats et émissions de notre fin d'année 2024. Mais si on nommait les déclarations politiques explosées qu'on retrouve dans tous les pays, par exemple que les migrants mangent des chats, d'accord. Le système électoral américain est totalement différent de chez nous et assez incompréhensible pour les non-initiés. Districts congressionnels, grands électeurs, deep red, swing states, libertariens ou encore vote à second tour instantané, voici le guide complet pour comprendre le fonctionnement des élections présidentielles américaines. D'ailleurs, petit préambule avant que la vidéo commence, dans cette vidéo, on ne va pas parler des programmes de Donald Trump ou de Kamala Harris, mais juste du fonctionnement des élections présidentielles aux États-Unis. Si jamais vous voulez en débattre, c'est totalement possible dans les commentaires, n'hésitez pas, tout en restant respectueux, bien sûr, je vous fais confiance. Commençons déjà par la base. Qui peut se présenter à l'élection présidentielle américaine? Déjà, il faut être citoyen des États-Unis depuis la naissance. Donc si tu as chopé un passeport américain à 18 ans, tu es tout de suite éliminé. Avoir vécu au moins 14 ans aux États-Unis et avoir au minimum 35 ans. Également, le mandat d'un président dure 4 ans et est renouvelable qu'une seule fois. Ce qui veut dire par exemple qu'Obama ne peut plus se présenter vu qu'il a déjà fait ses 2 mandats de président. D'ailleurs, les 2 mandats n'ont pas besoin d'être consécutifs. C'est pour ça que Trump a pu se présenter cette année d'ailleurs. Et s'il est élu, ça sera la première fois qu'un président fait 2 mandats non consécutifs depuis Grover Cleveland en 1893. Si tous ces prérequis sont validés, tu peux te présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle américaine. Et c'est là que les galères commencent. La politique américaine est dominée par 2 partis, les républicains et les démocrates. Si tu es dans l'un des 2 camps, tu vas faire face à d'autres candidats dans une primaire. Concept qui existe aussi en France par ailleurs, comme chez les républicains. Donc c'est ta première campagne qui commence, celle pour représenter ton camp lors de l'élection présidentielle finale. Sauf que si ton camp a gagné la dernière élection et que le président n'a fait qu'un seul mandat, ce qui est le cas pour les démocrates avec Biden par exemple, eh bien le président sortant se représente quasi systématiquement à sa réélection. Bon, en 2024 ça devait être aussi le cas, mais finalement ça sera sa vice-présidente Kamala Harris, vu que Biden s'est retiré à cause de son âge avancé. Pour en revenir aux primaires, on va sortir notre carte des États-Unis, car le fonctionnement change selon l'État pour un peu complexifier tout ça. En rouge, il y a les États où pour voter à une primaire, il faut être membre du parti en question. En orange, le parti choisi qui peut voter pour les élections. En jaune, le scrutin est semi-ouvert, donc ceux qui ne sont pas membres d'un parti peuvent aussi voter pour l'une des 2 primaires. En vert clair, tu peux voter pour une des 2 primaires, même si c'est pas celle de ton parti. Enfin, en vert foncé, tout le monde vote lors d'une primaire unique. À tout ce bordel, faut rajouter quelques États que je vais vous entourer en bleu. Alaska, Colorado, Dakota du Nord, Idaho, Iowa, Kentucky, Kansas, Maine, Minnesota, Montana, Nevada et Nouveau-Mexique, où la primaire prend la forme d'un caucus. En gros, c'est des meetings ouverts aux membres des partis où les candidats débattent avant que le public ne vote, souvent à main levée. Le plus connu des caucus, c'est celui de l'Iowa, dont on avait déjà parlé sur la chaîne, et qui ouvre le bal des primaires avec celle du New Hampshire. D'autres États ont décidé de mettre leurs primaires le même jour, au début du mois de mars, ce que l'on appelle le Super Tuesday. Et pour rajouter un peu de bordel, parfois les primaires des 2 partis dans le même État n'ont pas lieu le même jour. Et là, vous vous dites que les primaires démocrates et républicaines, ouais, c'est pas trop votre truc. Existe-t-il d'autres alternatives? Oui, bien sûr. Parce que croire qu'il n'y a que 2 partis politiques aux États-Unis, c'est une sacrée erreur. Tu peux tenter ta chance au Parti vert, écologiste, au Parti libertarien, qui veut réduire l'impôt et les lois pour plus de liberté, au Parti de la Constitution, très conservateur, au Parti de la Prohibition, pour limiter la vente d'alcool, au Parti de la Solidarité américaine, chrétien-démocrate, ou encore au Parti pour le socialisme et la libération, marxiste-léniniste. Par contre, ça ne te garantit pas d'éviter une primaire, vu que certains de ces petits partis en font une quand même. La meilleure solution alors, c'est de se présenter en tant que candidat sans étiquette, ce qui est totalement possible. Mais le problème de ces petits partis minoritaires et des indépendants, c'est qu'ils se présentent rarement dans tous les États, puisqu'encore une fois, les règles pour se présenter sont différentes d'un État à l'autre, avec plus ou moins de signatures à collecter par exemple. Et même s'ils se présentent partout, les résultats de ces partis sont souvent très négligeables. Le plus gros des partis minoritaires, c'est les libertariens, qui ont fait au maximum 3,3% lors des élections présidentielles de 2016. Les Verts, c'est 2,7% en 2000, le Parti de la Constitution, c'est 0,2% en 96, et je vous parle pas de celui de la Prohibition qui est en chute libre depuis la fin de cette dernière, avec seulement 518 votes sur tous les États-Unis en 2012. Puis les sans-étiquette, n'en parlons pas. On se souvient de Kanye West en 2020 qui a atteint les 70 000 votes, soit 0,04%. Donc tu as plus de chances de participer à la présidentielle en tant qu'indépendant ou dans un parti minoritaire
mais tu n'as aucune chance de gagner l'élection présidentielle finale. Donc les primaires, c'est la première étape qui a lieu généralement en février-mars et que tu as passé avec brio. Tu es donc maintenant le représentant des démocrates ou des républicains à l'élection présidentielle. Enfin, pas exactement en fait. Lorsqu'un électeur vote lors d'une primaire, il est élu des délégués qui soutiennent un candidat à la primaire. Tous les délégués élus se retrouvent lors de la convention nationale du parti qui a lieu durant l'été et votent pour choisir leur ticket pour la présidentielle. Le ticket fait référence à ces visuels, Trump-Pence ou Biden-Harris, qu'on retrouve parfois devant les maisons ou sur certaines voitures. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le vice-président a aussi son importance, vu que par exemple si le président décède, c'est lui qui le remplace, il n'y a pas de nouvelle élection. Le vice-président est soumis aux mêmes règles d'éligibilité que le président, et les deux ne doivent pas venir du même état. D'ailleurs, pour en revenir aux primaires, il y a parfois des petits arrangements à base de « je retire ma candidature si je deviens ton colistier » par exemple. Et nous y voici. Ton nom ainsi que celui de ton colistier est maintenant inscrit sur le ticket d'un des deux grands partis américains. La course à la Maison Blanche est lancée. Pendant des mois, tu vas sillonner le pays, donner des meetings, rencontrer des gens et parler de ton programme. Puis tu vas aussi débattre en direct avec ton principal concurrent. Mais prendre un jet privé tous les jours, créer du merch soutenant ta candidature et payer tes équipes de com, ça coûte très cher et les financements de l'État sont minimes. C'est pourquoi les primaires et les élections présidentielles américaines reposent sur une chose très importante, les donations. Les célébrités, entrepreneurs et personnalités donnent un petit bout de leur fortune à leur parti favori en espérant qu'ils gagnent et aussi pour avoir un petit retour de bâton. De nombreux experts disent que lors des élections présidentielles, c'est souvent celui qui a le plus de moyens qui gagne. Mais ce n'est pas une science exacte. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton avait reçu plus de donations que Donald Trump et ça l'a pas empêché de perdre. Ce coût financier important explique aussi l'invisibilisation des petits partis minoritaires qui n'ont clairement pas les moyens d'être présents partout sur le territoire et dans les médias. Après des mois d'une campagne harassante, de débats houleux et de réunions publiques, c'est l'heure de l'Election Day. Le mardi qui suit le premier lundi de novembre, tous les électeurs américains de tous les États sont appelés aux urnes pour élire leur futur président lors d'un vote unique. Et oui, comme le pays est marqué par le bipartisme, il n'y a qu'un seul tour. Ce qui condamne encore plus les petits partis et les indépendants, vu que si tu votes pour eux, t'as aucun impact sur le choix du futur président, vu qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais encore une fois, beaucoup de choses changent par rapport à la France. Les Américains élisent dans chaque État des grands électeurs. Mais pourquoi ? En fait, ça date de l'indépendance américaine avec la Convention de Philadelphie. Et à l'époque, on considérait que seuls les lettrés pouvaient voter, d'où la création d'un collège électoral pour élire le président. Reprenons notre carte des États-Unis, plus l'État est peuplé, plus il a de grands électeurs. Par exemple, en 2024, la Californie en aura 54, le Texas 40, la Floride 30, alors que l'Alaska, le Dakota du Sud ou le Vermont n'en ont que 3. Tout ça nous amène à un total de 538 grands électeurs sur tout le territoire. Ce qui veut dire qu'il faut au minimum 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle. Et je vous vois venir, s'il y a 269 partout, c'est le Congrès qui décide du président. D'ailleurs, les territoires américains d'outre-mer, genre Porto Rico, Guam, les îles Vierges américaines, n'élisent pas de grands électeurs et donc indirectement ne votent pas lors de la présidentielle, alors que Porto Rico par exemple est plus peuplé que 20 États américains. Mais comment sont répartis les grands électeurs de chaque État lors des élections ? On pourrait croire que ça fonctionne comme les européennes chez nous, avec une liste où l'on pioche un certain nombre de grands électeurs selon le pourcentage du parti, mais pas du tout. La règle, c'est winner takes all. Le parti qui a le plus de voix dans l'État remporte tous les sièges de grands électeurs de l'État, même si ça s'est joué à 1,5%. Cependant, quelques États ne font pas comme les autres. Le Maine et le Nebraska, tout d'abord, ont une partie de leurs grands électeurs élus dans le cadre d'un district congressionnel. Par exemple, dans le Maine, 2 grands électeurs sont élus au niveau de l'État, alors que 2 autres sont élus chacun par l'un des 2 districts congressionnels de l'État. Des espèces de grosses circonscriptions, en gros. Ce qui fait qu'en 2020, le Maine avait 3 grands électeurs démocrates et 1 électeur républicain, tandis que le Nebraska, c'est 4 républicains et 1 démocrate. Autre bizarrerie, l'Alaska et le Maine, encore une fois, ont ce que l'on appelle un vote à second tour instantané. Les électeurs ont une liste avec tous les candidats qu'ils classent en fonction de leurs préférences. On prend le numéro 1 de tous les votants, et si un candidat atteint 50% des suffrages, il a gagné. Si c'est pas le cas, on retire le candidat qui a eu le moins de voix et on redistribue les voix de ceux qui ont voté pour lui en premier en choisissant leur choix d'eux, et ainsi de suite, jusqu'à qu'un candidat ait la majorité. Lors des élections présidentielles américaines, tous les États ont leur importance, mais certains clairement plus que d'autres. Reprenons notre carte. Les États les moins importants pour la présidentielle, ce sont les Deep Blue et les Deep Red, c'est-à-dire les États qui votent très souvent pour le même parti
en rouge républicain et en bleu démocrate. En Deep Red, on a les États agricoles et très conservateurs, le Wyoming, l'Alaska, l'Utah ou le Dakota du Nord, qui n'ont pas voté majoritairement démocrate depuis 1964. En Deep Blue, on a les petits États riches du Nord-Est, comme le Massachusetts, le Delaware, le Connecticut ou New York, mais aussi les États très mixtes, comme l'Illinois ou le Nouveau-Mexique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux plus gros États des États-Unis n'ont pas du tout les mêmes opinions. La Californie est Deep Blue et n'a pas voté républicain depuis 1992, tandis que le Texas est Deep Red, votant pour la dernière fois démocrate en 1976. Et en fait, ces États très ancrés pour un parti sont très souvent critiqués, vu que comme la règle, c'est winner takes all, ça sert quasiment à rien de voter quand tu es dans l'opposition, vu qu'on sait déjà d'avance qui va remporter l'État. Donc tous les États enfoncés sur cette carte resteront de la même couleur, sauf coup de théâtre, ce qui les rend moins importants, et d'ailleurs quasi aucun candidat ne se rendra dans ces États, vu qu'ils sont déjà soit gagnés, soit perdus d'avance. Les États les plus importants, ce sont ceux qui sont le plus enclins à changer de camp d'une élection à l'autre, les swing states. En rouge clair, vous avez les États qui ont voté 3 fois républicain lors des 4 dernières élections, avec la Caroline du Nord, l'Indiana ou l'Arizona. En bleu clair, on a ceux qui ont voté 3 fois démocrate lors des 4 dernières élections, avec le Michigan, le Wisconsin et surtout la Pennsylvanie, avec ses 19 grands électeurs, qui possèdent de nombreuses mines fermées par les démocrates et dont le résultat est toujours incertain. Et enfin, 3 États ont voté 2 fois démocrate et 2 fois républicain lors des 4 dernières élections, l'Iowa, 6 grands électeurs, l'Ohio, 17 grands électeurs, et surtout la Floride. Avec ses 30 grands électeurs, c'est le plus grand État le plus indécis et celui qu'il faut absolument remporter. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2000, le démocrate Al Gore a perdu face à George Bush, alors qu'au niveau national, il avait 550 000 voix de plus, juste parce qu'il a perdu la Floride, de 550 voix, et donc Bush a récupéré tous les grands électeurs de la Floride et est devenu président. L'Election Day est passé, tu attends les résultats, et voici par exemple la carte de ceux de 2020. Chaque État possède sa couleur, le Nebraska et le Maine avec leur petit cercle de districts congressionnels, j'espère que vous n'avez pas oublié, et si on rapporte ça au nombre de grands électeurs, ça faisait 306 pour Biden et 232 pour Trump, avec 51,3% des voix pour le démocrate et 46,8% pour le républicain. Mais est-ce que les grands électeurs sont obligés de voter pour le candidat pour lequel on les a investis? Eh ben figurez-vous que pas du tout. En fait, ils se réunissent entre eux dans leurs États pour décider qui ils choisissent et les résultats sont officialisés lors d'une session du Congrès en janvier. Cependant, les grands électeurs sont traditionnellement loyaux. Entre 1788 et 2000, sur 17 000 grands électeurs, seuls 156 n'ont pas voté pour leur candidat. Surnommé faceless electors, c'est pas du tout interdit par la Constitution, mais dans certains États, tu peux prendre une amende si jamais tu fais ça. Par exemple en Caroline du Nord, et c'est quand même 10 000 balles, donc t'y réfléchis à 2 fois. Et nous y sommes. Les grands électeurs ont décidé que tu seras le nouveau président des États-Unis. C'est quoi la suite? L'Inauguration Day, qui a lieu le 20 janvier après l'élection, lors de laquelle tu vas prêter serment sur la Bible, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, mais juste une tradition, avant de prendre tes quartiers à la Maison Blanche. Après un très long chemin, tu deviens officiellement président des États-Unis d'Amérique. Un jeu d'enfant à comprendre, non? En réalité, le système électoral américain est très souvent remis en cause et possède pas mal de gros défauts. Pas de vote pour les territoires d'outre-mer américains, le winner takes all qui réduit l'importance du vote populaire, vu que théoriquement, tu peux remporter l'élection présidentielle avec les grands électeurs en ayant seulement 22% des voix. C'est assez lunaire. Les règles farfelues selon les États pour la primaire et la présidentielle, et surtout un système qui met en avant le bipartisme et qui condamne absolument tous les autres mouvements politiques. Alors le pays travaille sur des modifications, dont le National Popular Vote Interstate Compact, signé en 2006, qui permettrait de passer à un scrutin direct pour élire le président, mais faut qu'un ensemble d'États de plus de 270 grands électeurs l'adoptent, et pour l'instant ce ne sont que 19 États qui l'ont adopté, soit un total de 209 grands électeurs. Et vous, pensez-vous qu'il faut modifier le fonctionnement de la campagne présidentielle américaine? Personnellement, je trouve qu'il faut modifier quelques petites choses, par exemple permettre à tous les Américains d'outre-mer d'élire aussi des grands électeurs, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un État fédéral, et donc je trouve ça assez cool que chaque État ait ses petites particularités, même si pour nous c'est un peu compliqué à comprendre. Si cette vidéo vous a permis de comprendre le fonctionnement des élections présidentielles américaines, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça soutient vraiment, ainsi que de venir me suivre sur mes réseaux sociaux et de me soutenir sur Tipeee, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Starting to